Est-ce que c'est parti? Oui, allez-y. Ok. Ah oui, ça y est, je le vois, excusez-moi. D'habitude, je le vois comme vraiment détaché de la petite barre verte en haut de l'écran, excusez. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci de m'accueillir, Sophie, Véronique, au SQE-TGC pour faire cette conférence midi aujourd'hui avec vous. Sans plus tarder, on va tomber dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je veux vous parler des travaux qu'on a fait et qu'on continue à faire depuis quelques années sur le suicide et sa prévention chez les personnes qui ont eu une DI ou un TSA. Et c'est sûr que dans le cadre d'une conférence midi, on ne peut pas tout aborder, bien entendu. Je vais me concentrer sur 3 points principaux en espérant que vous trouverez là des informations pertinentes. Puis vous verrez tout au long de la présentation, je vous indiquerai où aller chercher aussi plus de réponses à vos questions si vous en avez. Puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions au cours de route. Véronique s'est portée volontaire pour faire le tri des questions et puis me les relayer. Donc, les 3 grands thèmes qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est premièrement un peu quelques informations de base essentielles sur comment se développe le risque suicidaire chez les personnes qui ont une DI ou un TSA. Ensuite, je voudrais qu'on passe un peu de temps à réfléchir sur c'est quoi les éléments essentiels qu'on doit prendre en compte quand on fait l'évaluation du risque chez ces personnes. Donc, je vais aborder quelques points différents. Puis ensuite, je vais vous parler des outils qu'on a développés qui s'appellent en gros le processus AUDIS, AUDIS, pour autisme, défiance intellectuelle, suicide, qui donne une espèce de processus clinique global dans lequel on peut à la fois évaluer le risque et décider comment intervenir avec la personne. Vous verrez qu'on va en parler, ces 2 choses-là vont essentiellement main dans la main dans le processus clinique complet. Donc, en espérant que ça sera à votre convenance, on va y aller. Donc, premièrement, comment se développe et comment se construit le risque suicidaire chez une personne vivant avec une DI ou un TSA? Tout d'abord, je ne vous ai pas mis de chiffres parce que je les ai mis ailleurs et puis vous pouvez les retrouver assez facilement dans nos outils. Mais le message essentiel à se rappeler par rapport à ça, c'est que l'ampleur du phénomène du suicide chez les personnes DI-TSA, il est au moins aussi important que pour la population générale. C'est-à-dire que les personnes qui ont une DI et les personnes qui présentent une TSA légère ont des comportements suicidaires qui sont au moins équivalents à ceux de la population générale. En ce qui concerne les personnes ayant un TSA, on trouve des taux de comportement suicidaire beaucoup plus élevés même que dans la population générale. Ce qui donne parfois une fausse impression de phénomènes plus rares, c'est que les personnes qui ont une DI plus sévère font très peu de tentatives de suicide, meurent très peu par suicide. Mais par contre, quand on commence à creuser, on se rend compte qu'ils ont des idéations suicidaires également, et même si parfois c'est dans des proportions moins élevées que la population générale, ça reste que c'est toujours présent. Donc ça, c'est vraiment un élément important à se rappeler. En gros, les comportements suicidaires, ça n'est pas du tout un phénomène marginal dans ces populations-là. Au contraire, ça fait partie du vécu des clientèles avec lesquelles vous travaillez. Les manifestations associées au suicide, on a créé une espèce d'acronyme qu'on a appelé les MAAS ou MAS, pour les manifestations associées au suicide qui sont très générales. C'est un terme, excusez-moi, j'étais distraite par le chat, je vais l'éteindre. C'est un terme générique dans lequel on a regroupé tout ce qui, selon nous, faisait partie de la compréhension de qu'est-ce que c'est un geste suicidaire ou qu'est-ce que c'est un comportement suicidaire chez une personne ayant une DI ou un TSA. Donc, on va parler des pensées, et c'est idiot à dire, mais c'est fondamental à se rappeler. Des pensées, elles ne sont pas observables si elles ne sont pas communiquées. Donc, la personne peut avoir des pensées en lien avec sa propre mort, des pensées en lien avec un geste suicidaire qui ne feront pas partie de notre réalité d'intervenant tant qu'on n'a pas exploré leur présence et leur existence. Ensuite, on a une autre catégorie qui est de l'ordre des communications verbales. Et dans les communications verbales, c'est ce qu'on retrouve de manière la plus commune dans la population générale aussi.
On a les communications verbales directes, et puis là, je vous ai mis quelques exemples qu'on retrouve assez couramment chez les personnes DITSA. Mais aussi, on retrouve beaucoup de verbalisation indirecte chez vos clientèles, qu'on retrouve un peu moins dans la population générale, ou des propos un peu plus hermétiques, entre guillemets, qui sont plus difficiles à appréhender et à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien cette personne-là. Puis là aussi encore, je vous ai mis quelques exemples. Par rapport à vos clientèles, mais de plus en plus aussi par rapport à d'autres clientèles, on a des communications qui sont de plus en plus par texto sur les médias sociaux. Donc, les personnes écrivent sur les médias sociaux qu'ils pensent à la mort ou qu'on serait mieux sans eux, etc., etc. Donc, des messages qui sont écrits doivent être analysés avec la même rigueur finalement que des communications verbales qu'une personne pourrait avoir. Ensuite, on a toute la catégorie des communications non verbales. Et là, c'est quelque chose qui peut être très représenté avec vos clientèles. Ça peut être des dessins, comme dessiner un acte violent, un geste suicidaire, dessiner une corde, dessiner des tombes, dessiner des couteaux. Ça peut être des mimes aussi, quelqu'un qui va dire si tu continues et qui fait ce geste comme ça, comme mimer de s'étrangler par exemple, ou mimer de se couper. Des gestes que les gens ont pu voir par ailleurs et qu'ils répètent comme ça. C'est une forme de communication qu'il faut prendre au moins autant au sérieux que les formes de communication verbale, surtout chez des personnes pour qui la communication verbale n'est pas le moyen privilégié ou le moyen le plus facile d'échanger et de communiquer. Ensuite, on a la catégorie des comportements auto-agressifs sans blessure. Et ça, souvent, ça porte à confusion parce que la plupart des tentatives de suicide ne sont pas physiquement dangereuses, mais ça n'empêche en rien la présence importante d'une détresse. Il ne faut pas évaluer l'ampleur de la détresse à l'image de la gravité d'un geste qui aurait été posé. J'espère que ça fait du sens ce que je vous dis là. Par exemple, quelqu'un peut être extrêmement en détresse, vouloir mourir parce que sa vie lui semble dans une impasse et décider de retenir sa respiration pour essayer de se suicider. Ce geste-là de retenir sa respiration, ça peut être le seul qui est à la portée de sa main, mais on sait qu'il ne mettra pas sa vie en danger comme ça. Sauf que la détresse, elle est réelle. Et c'est de cette détresse-là dont il faut s'occuper pour s'assurer qu'on prend correctement en compte le risque suicidaire chez cette personne-là. Donc, les comportements auto-agressifs qui sont sans blessure, il faut vraiment se méfier de la manière dont on les interprète et dont on les comprend avec la personne. C'est toujours important d'aller voir et d'aller vérifier c'est quoi qui se passe en arrière de ce comportement-là. La dernière grande catégorie, évidemment, de comportements directement suicidaires qu'on peut observer, ce sont les comportements auto-agressifs avec blessure ou avec décès, évidemment. Ce sont ceux qui sont le plus facilement identifiables comme étant des comportements suicidaires chez une personne. Et là, je vous ai mis quelques exemples de comportements qu'on a pu observer chez des personnes ayant une DI ou un TSA. En plus de ces comportements qu'on associe assez facilement au suicide, on peut avoir tout un tas de signes et d'indicateurs qu'on peut observer et qui vont être dans notre catégorie des manifestations associées au suicide, mais qui ne sont pas directement des comportements suicidaires. Je ne passerai pas en détail à travers cette liste parce que ça serait trop long, mais vous l'avez de toute façon. Mais l'idée, c'est de se dire que s'il y a des signaux suicidaires traditionnels qui sont difficiles à observer chez cette personne, il y a plein d'indices cognitifs, émotionnels, comportementaux, etc., qui nous indiquent que quelque chose ne va pas bien et qui devraient être des signaux d'alarme qui, en présence de ces comportements ambigus ou en présence d'autres éléments dans l'environnement de la personne qu'on va explorer tantôt, peuvent nous mettre la puce à l'oreille qu'il y a peut-être des idéations suicidaires et que ça vaut la peine d'explorer. Donc ces indices, comme on dit, ils font partie de la sphère cognitive, émotionnelle, comportementale, somatique, psychiatrique, avec l'augmentation de symptômes par exemple, neurovégétatif, quand il y a des variations importantes dans le sommeil, l'appétit, l'énergie d'une personne, au niveau des acquis et des capacités d'adaptation de la personne. On travaille énormément sur les acquis, mais ça fluctue tout le temps ces choses-là. Donc, quelqu'un qui est dans un creux par rapport à ses capacités peut être aussi dans une période où il y a de la détresse qui est installée.
Et évidemment, les signes de désespoir avec les discours négatifs, le découragement, la démission, etc., que la personne peut ressentir ou vivre. Donc, tous ces indices-là, pris tout seuls, c'est sûr qu'ils vont nous parler de détresse générale, ils vont nous parler que quelque chose ne va pas. Dans le contexte où il y a eu des déclencheurs qu'on va regarder tantôt, et dans le contexte où on peut observer des comportements qui sont ambivalents ou ambigus, ben, c'est sûr que là, d'un seul coup, ça peut nous mettre la puce à l'oreille que quelque chose est en train de se passer en termes de prévention, en termes de comportement suicidaire. Pour associer tout ça ensemble et essayer de comprendre un peu mieux comment les choses se construisent, on a développé un modèle général qu'on a appelé le modèle dynamique du suicide, qui est un petit peu la base conceptuelle des outils qu'on a construits après, qui est beaucoup basé, pour ceux qui sont familiers avec ces termes-là, beaucoup basé sur les modèles stress-diathèse, diathèse-stress, pardon, du suicide, c'est-à-dire les modèles dans lesquels on considère les vulnérabilités sous-jacentes d'une personne au suicide et que le comportement suicidaire lui-même peut apparaître quand des facteurs de stress supplémentaires potentiellement ponctuels viennent se greffer sur cette vulnérabilité sous-jacente. Donc ça, c'est vraiment la grande famille des modèles diathèse-stress du suicide dans lequel s'inscrit celui-ci. Donc, en termes de la portion plus diathèse, donc la portion la plus facteur de risque à long terme et construction du risque dans le temps, notre première couche du modèle, essentiellement, c'est toutes les questions en lien avec le fonctionnement de base et les caractéristiques de la personne. Donc, on va parler aussi de facteurs prédisposants dans certains modèles. Dans le cas de nos personnes, des ITSA, on va beaucoup parler des mécanismes d'adaptation habituels, des capacités de communication de cette personne-là, de la rigidité cognitive, de la présence aussi d'un historique de vie extrêmement complexe. Toutes les choses qui vont faire que c'est difficile pour la personne de comprendre, exprimer ses émotions, de s'adapter à ce qui se passe autour d'elle, d'avoir des expériences positives et constructives essentiellement. Donc ce fond de fragilité-là met la table d'une certaine façon pour la suite. Là-dessus viennent se greffer ce qu'on appelle des facteurs de risque plus distaux, qui sont plus sous forme d'événements, par exemple. Et là, on va mettre en ligne de compte, on va rentrer, tous les événements de vie du genre, les situations d'abus, les situations de rejet, les situations de vécu d'intimidation, les troubles de santé mentale, les troubles de santé mentale des parents ou de la fratrie. Parce qu'on sait que si des parents ont des problèmes de santé mentale, bien par la suite, les jeunes ont un risque accru d'avoir eux aussi des problèmes de santé mentale. Vos clientèles ont aussi, dans des proportions très importantes, des historiques de négligence et d'abus qui viennent encore fragiliser la personne dans le background finalement de son vécu. Quand viennent se greffer sur ces facteurs de risque distaux, dans le cadre de ce fonctionnement de base un peu plus fragile, des facteurs précipitants ponctuels ou des facteurs proximaux cumulatifs, comme on les a appelés, dans ce cas-là peut se développer le risque suicidaire. Quand on va parler, attendez, je vais juste vérifier. Ok, non, je ne l'avais pas mis en détail. Quand on va parler de facteurs précipitants, ce sont tous les événements que généralement on va associer au geste suicidaire. C'est-à-dire, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit bon, ben, il s'est suicidé parce que sa blonde l'a quitté, ou il a tenté de se suicider parce que il avait vécu un épisode d'intimidation à l'école. Donc c'est là qu'on va plus s'adresser à nos facteurs précipitants. Ces éléments-là, ces facteurs-là ne sont pas systématiquement associés à un geste suicidaire. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les personnes qui vivent une rupture amoureuse qui se suicident ou qui tentent de se suicider. Par contre, les personnes qui ont ce fond de fragilité, qui présentent ces facteurs de risque, qui les rendent plus susceptibles à la souffrance, quand il y a un événement comme une rupture qui se produit, ces gens-là sont plus à risque de poser un geste suicidaire éventuellement. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas faire des liens mécaniques et systématiques entre tous ces éléments-là. On reste dans des modèles qui sont très probabilistes. Dans ces facteurs précipitants, nous, on a inclus des choses qui sont assez classiques comme les conflits, ce qu'on appelle les événements majeurs imprévus. Un gros conflit, une blessure, une rupture, enfin des choses comme ça. Dans vos clientèles se rajoutent à ça les événements majeurs prévisibles, comme par exemple un changement de classe,
des vacances dans la famille, une visite chez un grand-parent. Des choses qui sont généralement planifiées dans le temps ou qu'on est capable d'anticiper. Et que si l'accompagnement est moins adéquat ou moins efficace, on va dire entre guillemets, pour cet événement-là, mais on peut remarquer que ça fait augmenter la détresse et il peut y avoir un comportement suicidaire à ce moment-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on les connaît, ces événements-là, et qu'il y a moyen de les accompagner pour réduire le risque que quelque chose se passe. Dans vos clientèles, il y a un autre élément qui, pour nous, a été vraiment une surprise et essentiel. C'est ce qu'on a appelé tous les petits facteurs proximaux cumulatifs et qui peuvent donner l'impression que le geste suicidaire n'est pas sérieux ou que le geste suicidaire est comme une réponse inadéquate à une situation. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vit dans une résidence a droit à 4 cigarettes par jour, puis ce jour-là, on lui refuse une 5e cigarette, et là, il dit qu'il veut mourir. Et là, ça peut être facile de dismiss, excusez-moi, je ne trouve pas le mot en français là comme ça, mais ce comportement en disant, ben là, voyons, non, il ne va pas se suicider pour une cigarette. L'enjeu, ce n'est pas la cigarette. L'enjeu, c'est l'accumulation de petits événements qui se sont produits dans les dernières heures, jours, qui fait qu'au bout d'un moment, la personne, elle se retrouve dans un sentiment d'être piégée, d'être coincée dans cette situation-là, où elle n'a pas de contrôle finalement sur son vécu et sur son expérience. Et c'est ces éléments d'accumulation qu'on retrouve beaucoup plus souvent chez des clientèles comme les vôtres que dans la population générale. Souvent aussi parce que l'ampleur des choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne est très réduite aussi. C'est-à-dire que ce qu'on va considérer de l'extérieur comme un petit événement peut être quelque chose de majeur dans la vie de cette personne à ce moment-là aussi. Ces facteurs de risque et de protection sont toujours en interaction permanente. Ces facteurs de risque, sont toujours en interaction permanente avec des facteurs de protection. Les facteurs de protection, ils peuvent être individuels, comme des bonnes capacités de communication, une tendance à avoir une humeur un peu plus égale, des choses comme ça. Familiaux, avec une structure familiale solide, du soutien familial, de l'implication des parents, etc. Environnementaux, avec un cadre de vie agréable, des gens autour qui soutiennent le jeune, un milieu scolaire favorable, etc., etc. Donc, ces facteurs de risque, tout ça pour dire que ces facteurs de risque ne doivent jamais être compris en dehors de leurs interactions avec les facteurs de protection qui viennent moduler finalement leur impact sur la détresse de la personne et sur la manière dont on va réagir à cette détresse et la gérer. Quand tous ces événements se mettent en place comme ça et s'accumulent, ça provoque une rupture dans l'équilibre de cette personne-là. Et cette rupture-là, elle se manifeste à travers un sentiment d'impuissance, un sentiment de dépendance, du désespoir, qui vient mettre une espèce de chape de plomb finalement sur la capacité de cette personne à gérer ces petits événements qui se sont produits ou ces plus gros événements qui se sont produits dans sa vie récemment. Si par malchance, cette rupture-là se produit dans un contexte dans lequel la personne vit déjà avec un nombre important de composantes de l'option suicide, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu des expériences avec le suicide. Elle a une compréhension de la mort qui est inachevée. Elle vit dans un environnement dans lequel on a eu un discours positif sur la mort et le suicide, par exemple. Grand-papa, il est mort maintenant, il est au paradis, il ne souffre plus. Donc, sa compréhension de la mort et sa perspective sur la mort peut être teintée de positif. Si moi, je ne veux plus souffrir, il faut que je fasse comme grand-papa, puis mourir. Ce genre de discours-là peut s'installer dans l'esprit de la personne. Donc, c'est ça que nous, on a appelé l'option suicide. C'est-à-dire, c'est tous les éléments qui sont en lien avec les cognitions et avec la compréhension que la personne peut développer de la mort, et en lien aussi avec le rôle que les propos suicidaires peuvent jouer dans l'interaction qu'elle a avec les autres. Quand on va dire, par exemple, qu'une personne dit qu'elle veut se suicider pour obtenir un bénéfice, donc qu'on donne une teinte de manipulation, par exemple, au comportement suicidaire. C'est jamais quelque chose que la personne a appris toute seule par elle-même, c'est quelque chose qui s'est bâti dans l'interaction que cette personne-là avait avec son environnement, puis avec ses proches ou ses intervenants.
Donc, c'est super important de comprendre ce serait quoi la construction qui s'est faite de l'utilisation de la mort et du suicide dans les interactions que la personne a avec son environnement. Tout ça, ensemble, ça fait partie de l'option suicide. Donc, l'idée, c'est de se dire, si une personne présente ce background de vulnérabilité, de facteurs de risque distaux, vit quelques-uns de ces éléments, ces événements dont je vous ai parlé, qui engendrent une rupture dans son équilibre sous forme d'impuissance, de désespoir, etc. Et qu'en même temps, on sait que la mort et le suicide, c'est quelque chose qui a un sens cognitif, émotionnel et dans l'interaction pour elle. Dans ce cas-là, on est à risque qui est un épisode suicidaire. Et l'épisode suicidaire, lui, va se manifester soit à travers des comportements très clairement identifiables comme ceux que je vous ai expliqués tantôt, des propos suicidaires, des verbalisations directes, indirectes, ou des choses un peu plus hermétiques comme des comportements non verbaux, ou des choses écrites, dessinées, etc. Et ça peut se manifester aussi par tous les indices associés que je vous mentionnais tantôt. Du coup, pour rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, si ces indices associés, ils sont observés chez une personne dans un contexte où on sait qu'il y a eu des événements proximaux, dans un contexte où on sent qu'il y a de l'impuissance, du désespoir, ben là, ça nous met beaucoup de pistes qu'on a affaire à probablement un épisode suicidaire avec cette personne-là. Tout ceci est un processus dynamique, c'est-à-dire que chaque épisode suicidaire vient nourrir le processus. Chaque épisode suicidaire rentre après, une fois qu'il est passé, rentre dans notre catégorie des facteurs de risque, parce qu'on sait que plus une personne a d'épisodes suicidaires, plus elle est à risque d'en avoir d'autres. Et ça nourrit aussi l'option suicide, parce que la façon dont cet épisode-là a été géré et compris par l'entourage va aussi avoir un impact sur la manière dont la personne comprend le suicide, comprend la mort, et va la réactualiser à un moment donné dans un futur plus ou moins proche. Cet effet de rétroaction, il est très important à garder en tête quand on va vouloir choisir comment on intervient et quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place pour gérer un épisode suicidaire et surtout gérer le risque dans cette espèce de continuum finalement qu'est la vie de la personne. Si on veut faire de la bonne prévention du suicide, oui, il faut gérer l'épisode suicidaire, donc ce qui se trouve sur la droite du schéma, le risque lui-même, la rupture dans l'équilibre de la personne, la gestion des précipitants. Mais il est aussi extrêmement important, quand la crise est passée, de comprendre les facteurs de risque qui nous ont amenés là, de renforcer les facteurs de protection, de travailler sur la base de fonctionnement de cette personne-là pour faire en sorte de réduire les fragilités de façon à ce que la prochaine fois que des précipitants ou des facteurs déclencheurs se produisent, ben, on a moins de risques qu'un épisode suicidaire survienne avec. Donc, de faire de la prévention des épisodes subséquents. Vos clientèles ont des taux de récidive des comportements suicidaires qui tendent à être beaucoup plus élevés que dans la population générale. On n'a pas encore assez de chiffres qui nous permettent de dire ça de donner des statistiques précises, mais c'est quelque chose qui semble être beaucoup plus présent. Donc, la gestion et la compréhension du risque suicidaire doit être longitudinale. On ne peut pas se contenter d'encapsuler un épisode suicidaire et de dire on l'a géré, on passe à autre chose. Cet épisode suicidaire-là, c'est le sommet de l'iceberg et qui va nous permettre de dire ok, il vient de se passer ça, il faut qu'on s'occupe de tout le reste pour pas qu'on se retrouve là de nouveau très bientôt. J'espère que ça fait du sens pour vous et que, je ne sais pas, Véronique, s'il y avait des questions par rapport à cette partie. Il n'y a toujours pas de questions, Cécile. On a Ok. eu plus des problèmes techno, mais sinon, ça Oh, va bien. ok. Donc, si ça va bien pour tout le monde, je vais passer à la deuxième étape et à la deuxième question, deuxième thème auquel je pensais vous parler aujourd'hui. Donc, une fois qu'on sait ça, quels sont les éléments essentiels qu'on doit prendre en compte quand on va faire l'évaluation du risque suicidaire chez nos usagers? Et à partir du moment où on fait l'évaluation du risque suicidaire, évidemment, c'est implicite à ça qu'on va parler d'intervention en même temps, parce que ça ne sert à rien de faire l'évaluation du risque si ce n'est pas pour intervenir. Et le corollaire de ça, c'est qu'il
il ne faut jamais mettre en place une action avant d'avoir fait une évaluation correcte de la situation. Donc là, c'est peut-être des choses un peu plus conceptuelles que je veux aborder avec vous, puis ensuite, à la fin, on regardera les outils, mais ces éléments conceptuels-là, ben, pour moi, puis j'espère que ça va vous parler aussi, ils sont vraiment essentiels pour comprendre dans quel mindset, d'une certaine façon, dans quelle perspective on peut se placer pour penser la prévention du suicide et l'évaluation du risque. Le premier élément sur lequel je vous encourage à vous concentrer, c'est vous-même. Parce que les comportements suicidaires, c'est toujours quelque chose qui est inconfortable, qui est extrêmement confrontant, extrêmement inquiétant, et que quand on n'en a jamais vécu, ça peut être très déstabilisant. Et donc, du coup, c'est vraiment important de se poser des questions avant qu'on soit confronté à un épisode suicidaire d'un usager ou de quelqu'un d'autre dans la communauté, de se poser la question, qu'est-ce que ça me fait quand quelqu'un veut mourir? Moi, ça vient me chercher comment? Ça vient me résonner comment? Est-ce que je suis capable d'utiliser les mots avec des personnes qui sont en détresse? Est-ce que je suis capable de leur dire, est-ce que tu penses à te suicider? Est-ce que tu es malheureux au point de penser à te suicider? Est-ce que mourir, c'est quelque chose qui est une option pour toi? Parce que c'est très important d'utiliser les vrais mots. Si on veut se comprendre, c'est important d'utiliser les bons termes. Donc, c'est très important qu'on comprenne à quel point on est à l'aise ou pas avec ces termes-là, à l'aise ou pas avec la détresse d'une personne. C'est très confrontant, la détresse de quelqu'un. On se sent souvent extrêmement impuissant face à cette détresse. Et généralement, quand on se sent impuissant face à quelque chose, un des grands réflexes qu'on a, c'est de l'éviter, cette chose-là. Et bien souvent, sans s'en rendre compte et sans le vouloir, et parce que il n'y a pas grand monde qui fait des choses pour être méchant, là, mais sans se rendre compte, on va avoir une attitude défensive et on va projeter sur le comportement de la personne ou sur les propos de la personne une interprétation qu'on en fait et qui souvent peut être très diminuante, j'ai pas le bon mot, pour ce que vit cette personne-là. C'est-à-dire que, ah mais non, tu penses pas vraiment à mourir. Quelqu'un qui dit qu'il est malheureux, qu'il veut se suicider, il pense à mourir. Il faut qu'on s'en occupe. Okay? Donc, notre malaise face à cette situation-là peut souvent se traduire en une attitude qui fait qu'on n'est pas capable d'entendre pour vrai la détresse de la personne. Et donc, ça va fortement influencer notre capacité à intervenir. Si on reflète à la personne que « mais non, c'est pas sérieux, tu ne penses pas vraiment à ça », la prochaine fois qu'elle se sent en détresse, elle ne nous le dira pas. Ou alors elle exprimera différemment. Et là, du coup, les idéations peuvent spiraler, d'aller d'idéation à tentative de suicide de plus en plus grave, parce que la personne ne se sent pas entendue, ne se sent pas comprise. On vivrait exactement la même chose si c'était dans l'autre sens. Ne pas être entendu quand on est en détresse, c'est pire que tout quasiment. Alors que si on dit « je t'entends, je comprends que ça ne va pas, on va s'en occuper ensemble », vous, ça vous replace dans une situation d'attention et d'écoute. Puis si vous êtes capable de dire « on va s'en occuper ensemble », ça vous place aussi dans une perspective où vous êtes ouvert à ne pas tout savoir, à ne pas avoir toutes les réponses, mais on va regarder ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Donc, cette phrase-là, pour moi, elle est clé. Je t'entends, je comprends, on va s'en occuper ensemble. Et ça doit être la trame de fond de toute attitude qu'on a vis-à-vis de la personne suicidaire, qui peut aussi nous aider à lutter contre le malaise aussi qu'on peut ressentir quand on est confronté à des comportements ou des propos suicidaires. Donc, pour moi, le premier élément quand on va parler d'évaluation du risque, c'est vraiment d'avoir une période de réflexivité sur qu'est-ce que ça nous fait en tant que parents, proches, intervenants, etc. Le deuxième élément que je trouvais important, c'est toute la question de comprendre la notion de danger chez nos usagers. Il y a beaucoup de choses qui on base une grande partie de l'évaluation du risque sur le danger
d'un passage à l'acte suicidaire? Est-ce que cette personne est à risque de faire un passage à l'acte suicidaire? Ce danger-là, il peut être très complexe chez les personnes à comprendre et à décortiquer chez les personnes DITSA, en grande partie à cause de ce que je vous disais tantôt sur la souvent non-létalité des moyens envisagés. OK? Donc, le niveau de détresse de la personne ne matche pas toujours le danger réel dans lequel elle se place. J'espère que ça fait du sens pour vous, tout ça, ce que je dis là. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais évaluer la détresse à l'aune de la dangerosité du geste. Aussi, il n'y a pas toujours une distinction très claire entre qu'est-ce qui est de l'ordre de la planification de ce qui est de l'ordre de la tentative. Comme dans l'exemple que je vous donnais tantôt, quelqu'un qui essaye de se suicider en s'enfonçant une branche, par exemple, dans le ventre. On a eu des cas comme ça. Cette personne-là, elle va se graffiner, elle va se faire un bleu, peut-être qu'elle va se blesser de façon légère. Sa vie ne sera pas en danger, mais on peut penser que c'est une forme de planification. Elle veut s'enfoncer quelque chose dans le ventre. Ou est-ce que c'est un geste suicidaire? Elle a essayé de s'enfoncer quelque chose dans le ventre. J'ai tendance à penser que il ne faut pas s'énerver sur essayer de faire cette distinction-là. Parce que des fois, elle peut être compliquée à faire, puis elle ne va pas forcément nous aider tant que ça à comprendre l'ampleur et les caractéristiques de la détresse vécue, ni c'est quoi qu'on peut faire pour aider. Donc, tous les éléments qui sont en lien entre la distinction de la planification et de la tentative, je mettrai moins d'emphase là-dessus quand on parle avec vos clientèles que, par exemple, ce qui est fait avec la population générale. L'essentiel, c'est qu'on comprenne que la personne souffre, que la personne n'est pas apte ou n'est pas en processus de faire un geste dangereux pour sa vie ou sa santé en ce moment. Et tout ça, ça nous donne le temps de nous occuper de la détresse. Okay? Donc, Cécile, oui. Quelqu'un te demande est-ce que la grille d'estimation de la formation AQPS est adaptée? Ah, ça, c'est la question à 1000 points. Non, elle n'est pas adaptée et c'est pour ça qu'on a fait le travail qu'on a fait. Parce que cette grille-là, elle est très centrée sur cette notion-là de danger et sur cette notion-là du passage à l'acte immédiat, basée sur des critères qu'on retrouve assez facilement chez la population générale, mais qui, lorsqu'on considère vos clientèles à vous, peuvent ne plus devenir discriminants. Je prends un exemple. La capacité à prendre soin de soi. C'est un des 7 critères qui est inclus dans la grille de l'AQPS. Pour ceux qui ne savent pas, l'AQPS, c'est l'Association québécoise de prévention du suicide. Et la grille en question, c'est la grille d'estimation de la dangerosité du passage à l'acte suicidaire qui a été développée il y a une dizaine d'années et qui est diffusée maintenant partout au Québec en prévention du suicide dans les milieux globaux, population adulte, population générale. Si je reviens à ce critère-là de la capacité à prendre soin de soi, c'est souvent un des critères sur lesquels vous travaillez en intervention avec la personne, avec vos usagers. Les variations dans la capacité à prendre soin de soi d'une personne avec une DI, par exemple, qui vit dans une RAC, elle ne va pas nous aider à discriminer nécessairement sur le niveau de détresse actuel de cette personne-là en ce moment. Un autre critère, c'est l'impulsivité. C'est souvent un trait qui est très présent dans vos populations. Donc, cette impulsivité-là, est-ce qu'elle peut réellement nous aider à discriminer? Est-ce que cette personne est dans une phase en ce moment où elle est plus en danger? Donc, dans les outils que je vais vous présenter tantôt, on a co-construit avec plein de milieux au Québec qui ont participé avec nous là-dedans, des indicateurs qui paraissent plus généraux, mais qui sont plus adaptés finalement aux spécificités de ces clientèles-là. Cécile, on te demande aussi quelle grille utiliser pour évaluer un enfant DI ou TSA. Est-ce qu'on utiliserait une grille en particulier? Ben, en fait,
j'aime pas le mot grille. Puis ça, Véronique, elle le sait. Parce que une grille, ça donne une impression de mécanique et puis de qu'on va cocher des cases et qu'on va avoir une réponse. On ne peut pas faire ça avec le risque suicidaire. Et de plus en plus, les outils qui sont développés s'éloignent de ce genre de pratique. C'est pour ça que les outils dont je vais vous parler, ça s'appelle le processus ODIS, parce que c'est un outil de soutien à la décision clinique et non pas une grille. Pour l'instant, il semblerait que les outils du processus ODIS peuvent être utiles aussi avec les enfants et les personnes plus jeunes, en lien avec la compréhension de la situation et des besoins de la personne en termes d'intervention. Donc, c'est ça qui vise à faire cet outil-là. Parallèlement à ça, je travaille avec le ministère de la Santé et des Services sociaux au déploiement d'un guide de prévention du suicide chez les enfants en général. Et probablement que d'ici une couple d'années, on va être capable de faire une espèce d'arrimage entre ces deux guides-là, de manière le guide des ITSA au 10 et le guide enfant, pour développer des recommandations spécifiques pour les enfants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que c'est un sujet qui est trop récent dans la littérature et puis on n'a pas encore assez évalué ces choses-là. Mais pour l'instant, moi, je dirais que le processus ODIS, puis l'expérience que des collègues ont eue avec, semble adéquat pour les enfants. Il faudra l'adapter avec le temps. C'était trop long comme réponse. Je suis désolée. Est-ce que ça répond à la question? Oui, et c'était pas trop long, c'est une bonne réponse, c'est toutes les nuances dont on a besoin. J'ai de nouvelles questions que ça l'a suscité. Serait-il possible de partager les outils du processus AUDIS, AUDIS, avec nous suite à la formation? Ça serait pertinent, je pense que tu y répondes directement parce que ça va intéresser beaucoup de gens. Tout à fait. Les outils sont déjà disponibles gratuitement. Nous, on a construit un petit site web. J'ai mis les coordonnées, je pense, à la fin, des diapos. Le site a un nom super fancy. Il s'appelle ditsa-suicide.ca. Donc, sur le site, vous allez retrouver les outils, les guides d'utilisation des outils. Enfin, pour tous ceux, puis Véronique, je vais faire de la pub là, mais pour tous ceux qui veulent les utiliser, je vous conseille quand même, au-delà, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas une formation. C'est vraiment un survol rapide de quelques concepts clés. Ce que je vous conseille, c'est de construire un processus d'appropriation d'équipe autour des outils. Parce que, je vous l'ai dit un petit peu, je pense, mais je vais le redire, faire de la prévention du suicide, c'est jamais quelque chose qu'on fait seul. C'est quelque chose qu'il faut faire en équipe pour la protection des intervenants, pour la protection des personnes et des familles. Donc, ce que moi, j'aimerais vous voir faire dans un monde parfait, ce serait vraiment qu'il y ait des processus d'appropriation. Puis vous verrez sur le site, on a déployé tout un processus d'appropriation que les milieux peuvent utiliser. Et Véronique et son équipe donnent les formations aux milieux qui correspondent à l'appropriation de ce processus-là d'implantation des outils dans les équipes de travail. Elle a encore une fois suscité d'autres questions. On se demandait plus spécifiquement, on parlait de l'enfant tantôt, à quoi s'attarder plus spécifiquement quand on évalue le risque chez un enfant. Puis quelqu'un demandait aussi de préciser, enfant, on parle de quel âge? Est-ce que toi, tu vois une distinction à partir d'un certain âge? Puis qu'est-ce qui est le plus important chez l'enfant? Mais pour l'instant, non. On n'a pas d'études qui nous permettent de faire des distinctions claires enfant-adulte. Ce qu'on sait par contre par rapport aux enfants, c'est évidemment l'impact du milieu familial et l'impact de la famille. Donc, beaucoup plus qu'avec des adultes qui peuvent vivre par exemple en RAC ou de façon autonome. Donc, dans l'évaluation, moi, j'aurais tendance à vouloir beaucoup plus porter l'accent sur les dynamiques familiales, les situations de conflit, les situations de potentielle négligence ou de difficultés relationnelles dans la famille, mais aussi à l'épuisement de la famille. Parce que souvent, on peut voir des enfants qui pensent au suicide parce qu'ils ont l'impression d'être un poids pour leur famille. Et donc ça, c'est une dynamique qu'on voit un peu plus chez les enfants
que chez les adultes. Donc, ça, c'est les choses sur lesquelles on ferait le plus attention. La compréhension de la mort, ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas énormément de temps pour aborder. Oh mon Dieu, il y aurait trop de choses à dire. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'éléments en lien avec la maturation au fil du temps sur la compréhension de la mort, même si elle n'est pas tout le temps complète, qu'il faut surveiller plus avec les enfants. Sinon, il faut prendre ça au sérieux toujours. Et le plus on prend au sérieux les premiers épisodes d'idéation suicidaire, le plus on a de chances de désamorcer la récurrence à l'adolescence. Donc ça, c'est vraiment un élément très important à prendre en compte aussi, qu'on retrouve avec les enfants dans la population générale aussi. Cécile, tu as une très, très bonne question. Elle est assez longue, j'ai pas eu le temps de la terminer, mais je pense que c'est un bon moment. Quelqu'un nous dit qu'ils ont entendu dire de la part de leur gestionnaire qu'ils n'étaient pas encore autorisés à utiliser le processus Odys de façon générale parce qu'il était encore en processus de validation. Une seule équipe à la DPD serait autorisée actuellement en lien avec la recherche. Est-ce que la consigne va changer rapidement quand on est en attente? Donc, je poserai la même question. Je te laisse répondre. Je n'ai pas entendu parler de ça. Non, ben en fait, c'est comme un message qui ne s'est pas rendu aux bons endroits parce que le projet est fini. Le projet de recherche est fini. Le processus d'appropriation dont je vous parlais tantôt a été validé. Il est maintenant repris par le SQOTGC qui peut vous aider à le déployer. Il n'y a pas de limite. On avait, pendant le projet de recherche, c'est sûr qu'on avait demandé à ce que ça ne soit pas trop généralisé avant qu'on soit sûr de nous. Mais le projet est fini depuis l'été dernier. Donc, puis le rapport a été produit, a été diffusé dans les directions des ITSA. Donc, ça se peut qu'il y ait un message qui se soit mal rendu, mais il n'y a pas de limitation. Au contraire, on aimerait ça que vous vous en serviez maintenant. Super. Je te préviens, tu m'avais demandé de te prévenir, là, il était 42. Oui, je vois ça, c'est une catastrophe. Ça va tout le temps trop vite, mais les gens trouvent ça très, très clair. On n'a pas énormément de questions supplémentaires que je t'ai pas nommées, mais les gens ont surtout dit qu'il n'y avait pas de questions parce qu'ils trouvaient ça très clair et très intéressant. Fait que je t'encourage à poursuivre, puis s'il y a d'autres questions qui popent, je te reviens. OK, merci beaucoup. Je vais passer un peu vite peut-être sur les éléments suivants. Oui, toute la question de l'ambivalence. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là. L'ambivalence, c'est un petit peu l'effet de balance entre la partie de quelqu'un qui veut vivre et la partie de quelqu'un qui veut mourir. Cette ambivalence-là, elle est constamment fluctuante. Et elle fluctue même pendant une tentative de suicide. Elle accompagne l'intention suicidaire. Et l'intention et l'ambivalence sont des choses qui sont extrêmement difficiles à mesurer dans la population générale et aussi encore plus dans les populations des ITSA. Donc, souvent, on va essayer de parler de gestes suicidaires quand il va y avoir une intention clairement énoncée de se tuer. Avec vos clientèles, ça peut être extrêmement difficile. Donc, si on se concentre trop sur cette notion-là d'intention, on risque de passer à côté de beaucoup d'éléments en lien avec la détresse essentiellement et le risque suicidaire. Donc, ne vous concentrez pas trop sur l'intention de la personne ou sur les propos qu'elle tient. Explorez l'ambivalence. Qu'est-ce que c'est qui veut que ça s'arrête? Qu'est-ce que c'est qui veut que ça continue? Qu'est-ce que c'est qui veut vivre? Qu'est-ce que c'est qui veut mourir chez la personne? Voyez comment l'impulsivité interagit avec ça, parce que des fois, on peut avoir un geste extrêmement impulsif qui précède toute articulation d'intention. Et donc, du coup, on peut mal comprendre le geste qui est en train de se passer. Donc, toute cette notion d'intention est à prendre avec des pincettes quand on va parler avec les personnes des ITSA. Donc, oui, elle est importante, mais si elle est absente, vous ne stressez pas pour ça. Continuez quand même votre exploration de la situation. La question de l'espoir est essentielle. Quand on va parler souvent une personne, la plupart du temps, une personne qui veut se suicider, c'est une personne qui vit du désespoir. Pour moi, le désespoir, c'est quand l'image, ce serait la tête prise dans un coin. J'ai la tête prise dans un coin,
je souffre de manière intense et j'ai l'impression que cette souffrance, elle ne s'arrêtera jamais. Ce désespoir-là, il est aussi fluctuant. Il est nourri et il accompagne l'ambivalence. Il y a toujours, même dans un désespoir le plus profond, il y a toujours à un moment donné certaines raisons de vivre, des choses qui font que ça vaut la peine de continuer d'exister. Ça peut être des toutes petites choses, ça peut être des très grandes choses. C'est important, quand on veut faire de la prévention, de l'évaluation du risque, d'abord de comprendre comment s'est construit le désespoir chez cette personne, mais aussi de cultiver l'espoir, c'est-à-dire de ramener ce qui vaut aussi la peine de vivre. Pas de dire, mais non, t'inquiète pas, ça va bien aller. Jamais, parce qu'on le sait tous et ils le savent qu'il y a des choses qui iront jamais bien. Il y a ce qui va pas bien et aussi, il y a des choses qui valent la peine de vivre. Donc, ne pas utiliser le mais l'additif. Il y a aussi ces choses-là. Donc, c'est vraiment d'aller explorer ces choses-là qui sont présentes aussi. Il faut vraiment distinguer ce qui constitue l'espoir de ce qui constitue la distraction. L'espoir, c'est de se dire que des choses positives existent aussi dans ma vie qui peuvent m'aider à construire qui je suis et m'actualiser. La distraction, c'est changer d'air. Okay? On veut bâtir l'espoir. C'est sûr qu'à très très court terme, ça peut être intéressant d'offrir une distraction, comme aller manger quelque chose, regarder un film à la télé, prendre une marche. On est dans la distraction. L'espoir, c'est de se dire de quoi j'ai besoin pour sentir que ma vie vaut la peine d'être vécue. Okay? Donc, j'espère que la distinction se fait bien. Souvent, avec les personnes des ITSA, où des fois les compréhensions sont assez limitées, on tend à se limiter à la distraction. Distraction, ça règle jamais le problème. Ça fait juste décaler l'émotion. Donc, il y a vraiment, vraiment une attention à porter à ces choses-là. Cécile, j'avais une question. Il y en a plusieurs, là, ça commence à popper pas mal. Pour ceux qui ont des questions un petit peu plus complexes, je demandais à Cécile peut-être à la fin de répondre par clavardage. Donc, il y avait des questions, entre autres, sur les pulsions homicidaires. Je pense qu'on n'ira pas dans cette direction-là maintenant. Il n'y reste pas beaucoup de temps. Mais on va y répondre par clavardage. Il y a quelqu'un qui nous demandait, par contre, pour comprendre l'ambivalence chez une personne qui est non-verbale, est-ce qu'il existe des scénarios sociaux ou des outils visuels particuliers? Oui, ben vous pourrez aller voir dans Vous pourrez aller voir dans les outils qui sont sur le site ditshsuicide.ca, des outils du processus Odyssée. On vous propose quelques scénarios sociaux. La chose qu'il y a avec les outils très concrets comme ça, c'est qu'il faut forcément qu'ils soient adaptés à où en est la personne, à ses capacités de communication, à ses capacités d'échange. Donc, on peut vous donner une trame générale de comment réfléchir un scénario social avec la personne, mais après, il faut le faire avec cette personne-là directement. Donc oui, on vous propose des pistes, mais après, c'est important que vous puissiez les adapter à la personne que vous avez avec vous. Je vais continuer un petit peu, puis après, on ira aussi loin qu'on peut aller, puis c'est une date peut-être pour prendre un autre rendez-vous. Mais le recueil d'informations, c'est un élément essentiel parce que, évidemment, tout part de ça. N'hésitez jamais à multiplier vos sources d'informations. Parler avec les proches, parler avec l'intervenant qui connaît bien la personne, parler aussi avec la personne. Avec vos clientèles, on a tendance à parler aux autres de la personne. N'hésitez jamais à communiquer avec la personne sur comment elle se sent. N'hésitez jamais non plus à l'observer. Qu'est-ce que c'est qui a changé? Qu'est-ce que c'est qui, dans ses émotions, semble avoir évolué? Dans les expressions qu'elle utilise, dans ses comportements, dans la manière qu'elle se tient? Qu'est-ce que c'est qui peut nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer? Et faites confiance à votre capacité d'observation de la personne. Des fois, ça peut être en contradiction avec ce qu'un parent dit, par exemple. Donc, faites attention à toujours vous référer à ce que la personne vous reflète et projette, plutôt que juste ce que l'adulte ou la personne en charge va dire. C'est toujours aussi important de ramener à la personne, de lui refléter ce qu'on a compris d'elle et ce qu'on a compris de sa situation. Parce que ça lui démontre qu'on prend au sérieux ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Ça lui donne l'opportunité d'entendre dans les mots de quelqu'un son propre vécu.
donc de l'intégrer plus efficacement aussi. Puis ça permet aussi à cette personne-là de valider qu'on a compris ou pas ce qu'elle nous a dit. Donc c'est vraiment important de refléter ce que nous on a compris. On vient de se parler, je suis super contente qu'on soit parlé. Moi je comprends ça. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu me dis? C'est validant. Ce qui m'amène au point suivant, c'est la validation de la communication et de la demande d'aide. Souvent, ce qu'on observe, c'est que la personne va se sentir mal de se sentir mal, va se sentir coupable d'être en détresse, ne va pas vouloir faire de la peine ou va se dire qu'elle va se faire punir ou gronder parce que c'est dur de dire qu'on veut mourir. Donc, valider on l'a entendu, qu'on l'a accepté, puis ça rejoint ce que je vous disais tantôt sur ce que ça vous fait à vous, dans votre posture, dans votre attitude, d'avoir entendu cette chose-là. Puis, ça va être aussi très important de dire « je suis content qu'on s'en soit parlé » et on va t'aider. Vous vous rappelez ma phrase de tantôt? J'entends, je comprends, on va s'en occuper. Je valide que c'est important qu'on le dise quand ça ne va pas, parce que c'est important d'être entendu quand on ne va pas bien, pour qu'on puisse agir ensemble pour que les choses évoluent. C'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire parce qu'on est dans le feu du moment ou alors on est stressé par la situation. Donnez-vous le temps de baisser les épaules, respirer un coup. J'entends. Je comprends. Je suis contente qu'on s'en parle. On va s'en occuper ensemble. J'ai clairement pas toutes les réponses pour toi aujourd'hui, mais on va s'en occuper. Méfiez-vous de la tendance à l'acquiescement. C'est quelque chose qui est fréquent chez vos clientèles. Si vous posez des questions directes ou des questions réponse oui/non, vous savez ça mieux que moi. Les gens vont avoir tendance à répondre ce qu'ils pensent que vous voulez entendre. Vous risquez d'avoir des gens qui vous donnent du coup des réponses contradictoires. Méfiez-vous de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se comprend pas ou qu'elle dit n'importe quoi. Ça veut dire que vous devez formuler vos questions autrement. Ils n'ont peut-être pas compris ce que vous voulez dire, ou alors la personne n'a pas d'idée de comment répondre. C'est correct de ne pas savoir. C'est très compliqué la détresse. La plupart des personnes neurotypiques ont de la misère à comprendre leur propre détresse. Vous pouvez refléter que c'est normal que ce soit compliqué de répondre à ces questions-là et qu'on ne fait pas mal si on a de la misère à répondre. On va essayer de trouver ensemble c'est quoi la meilleure réponse à la question de ta détresse. Il y a aussi des personnes qui vont avoir tendance à chercher l'approbation, donc ils vont répondre en fonction de ce qu'ils pensent que vous voulez entendre d'eux. Donc ça, c'est tous des éléments dont il faut se méfier quand on fait l'évaluation. Je vous ai fait toute une liste d'attitudes possibles et on n'aura pas le temps de passer à travers, mais vous les avez. Puis c'est toutes des choses que vous savez, mais quand on est dans l'urgence du moment ou quand on est dans la panique nous-mêmes parce que la personne dit qu'elle veut mourir et que c'est dur de faire face à la détresse, c'est toutes des choses auxquelles on ne pense plus nécessairement. C'est les premières affaires qui prennent le bord, on va dire, quand on est stressé. L'attitude de bienveillance, de chaleur, de patience, d'ouverture, de disponibilité. Quand on va parler de prévention du suicide, c'est vrai avec la population générale, puis je pense que c'est aussi vrai avec vos clientèles, c'est important d'être directif. La personne est dans une situation où elle se sent prise dans un coin, comme je vous disais tantôt, elle n'a plus ses mécanismes d'adaptation habituels. Émotionnellement, elle est surchargée, c'est le moment d'être directif. De prendre le lead, d'une certaine façon, de la conversation, puis de ramener la personne vers une meilleure compréhension, puis un apaisement émotionnel. C'est important de s'adapter au niveau émotionnel de la personne. Pas le moment de faire des grands discours quand on est en période de crise. On le fera après. Pour l'instant, on se calme. Ensuite, on regardera où on en est. De travailler avec les gens qui sont les plus familiers de la personne. C'est important d'être dans une situation où la personne est émotionnellement en sécurité. Donc, c'est important de travailler en collaboration avec les gens qui sont très familiers avec la personne. Toujours partir de ce que la personne nous dit. Oui? J'ai une très bonne question ici. Est-ce encore tendance, les contrats, pour repousser les passages à l'acte? Ah! Très Non! pertinente. On n'a que 5 minutes. Non. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un contrat, ce que ça fait, c'est que ça rassure l'intervenant. Une personne qui est vraiment en grande détresse, elle ne vous doit rien, essentiellement. Et un contrat, en fait, ce qu'on voudrait ça peut fonctionner, le seul contexte dans lequel ça peut
éventuellement peut-être fonctionner, puis vous avez vu les guillemets que j'ai mis là, c'est avec des personnes qui sont extrêmement psychorigides et qui, s'ils disent qu'ils ne le feront pas, ils se sont engagés et ils ne le feront pas. Il y a plein de dangers avec la question des contrats, en particulier de donner un faux sentiment de sécurité à l'intervenant qui finalement se dit, bon, ben, la personne elle est en sécurité et qui donc du coup n'ira pas nécessairement plus loin dans son intervention parce que le problème est réglé dans sa tête. Sauf que le problème n'est pas réglé, c'est pas parce que la personne promet qu'elle ne va pas se suicider que la détresse n'est pas là et qu'un déclencheur subséquent ne peut pas survenir, qui va complètement changer la donne. Et du coup, cette personne risque de se sentir attachée à vous par un contrat qui ne l'aide pas nécessairement à gérer ses émotions, à gérer sa détresse et une situation intenable, et qui va faire qu'elle risque de se sentir encore plus peinturée dans un coin. Donc, non, on évite les contrats. Ce qu'on fait, ce sont des plans de sécurité. Puis vous verrez dans les outils que vous avez à votre disposition, on explique bien c'est quoi. Un plan de sécurité, essentiellement, c'est de dire, si tu te sens comme ça, voilà des choses que tu peux faire pour aider. On s'engage, toi et moi, que si tu te sens comme ça, tu vas faire ces choses-là. Vous comprenez la nuance entre un contrat de non-suicide et ce genre de plan de sécurité? Et un plan de sécurité, c'est progressif. Si tu te sens pas bien et que tu as des pensées de suicide qui reviennent, et on reprend les mots de la personne, fais ton exercice de respiration, par exemple, qu'on aura convenu ensemble. Si ça ne marche pas, parle avec ton intervenant, puis tu lui dis qu'en ce moment, ça ne va pas bien, puis vous avez ensemble une activité que vous devez faire ensemble pour t'aider à aller mieux, qu'on aura déterminé ensemble. Si ça ne marche pas, appelle au centre de prévention du suicide, par exemple, où on sait que toi, tu as ce plan de sécurité avec eux. Donc, un plan de sécurité, c'est des actions progressives que la personne peut commencer par mettre en place elle-même et qui vont de plus en plus vers une intervention intensive qui vise à l'aider à reprendre le dessus sur ses idées suicidaires et sur la détresse. Ça vient avec une forme d'engagement aussi, de dire tu n'appelles pas le centre de prévention du suicide avant d'avoir essayé des choses qu'on a convenu ensemble que tu pouvais faire. Mais ça n'est pas un contrat de non-suicide. Est-ce que la nuance fait du sens? J'espère. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens répondent oui, Cécile. Ok, parfait. Donc, contrat de non-suicide, moi, j'éviterais ça comme la peste. Et même avec la population générale, on ne fait plus ça. Okay? Donc, vraiment, ce sont des choses à se débarrasser parce qu'on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Il te reste un petit 2 minutes, ma chère, mais après, comme je disais, on peut répondre là, par clavardage à certaines des questions. Ou oralement, s'il y a des gens qui veulent rester un petit peu, moi, ça me dérange pas. Parfait. Donc, conditions facilitantes, on est toujours dans partir de ce que la personne dit, refléter ses mots à elle, ne pas interpréter, être vous-même le plus neutre possible. Si vous avez en face de vous une éponge émotionnelle, assurez-vous que vos émotions sont sous contrôle aussi dans la situation. Rassurez qu'on vise à comprendre et pas à punir. Restez ouvert. L'objectif, c'est vraiment de ne pas mettre des mots dans la bouche de la personne, ne pas projeter votre explication sans être clair que c'est bien ça qu'elle vit et qu'elle comprend elle-même. Un élément super important, tolérer les silences. Restez patient, tolérez les silences. Laissez la pensée se construire. Laissez l'émotion se vivre dans la tête de la personne. Qu'elle puisse l'exprimer dans ses mots à elle. Donc ça, c'est important. On n'aura pas le temps d'aborder la dernière étape que je voulais vous parler, mais je vais vous donner quelques grands repères sur les outils. Le processus Audis qu'on a développé pour aider justement à comprendre et gérer le suicide tel que je vous l'ai un petit peu décrit aujourd'hui, c'est un processus qu'on a décomposé en 3 grandes étapes. La première étape, c'est premièrement, il faut repérer qu'il y a quelque chose qui se passe en lien avec le suicide. Donc, identifier la présence d'idéation, de détresse, de planification, etc., ou d'un geste suicidaire potentiel. Le repérage. Le repérage il peut être fait par n'importe qui. Il sert à identifier qu'il y a une personne et à référer cette personne
en détresse et en difficulté à ceux qui vont pouvoir l'aider. La deuxième partie, c'est la gestion de l'épisode suicidaire, dans lequel on va faire l'estimation du danger, du risque à court terme, et un plan d'action pour gérer cet épisode. Puis ça, j'ai tendance à dire que c'est l'élément qui met la table pour le reste. Parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a un épisode suicidaire, ben on sait qu'il y a un risque suicidaire. Donc la troisième étape du processus clinique, c'est la réduction du risque suicidaire. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer les besoins et adapter ou mettre en place les plans d'intervention avec lesquels on va pouvoir essayer de travailler sur nos facteurs sous-jacents dont je vous parlais tantôt, si vous vous souvenez. Donc, chaque étape vient avec des éléments d'évaluation et des éléments d'intervention. Action et évaluation sont complètement interdépendants. Chaque évaluation que vous faites va engendrer une intervention. Chaque intervention va modifier la situation qui nécessite de refaire une évaluation. Donc, quand on voit un plan d'action dans un dossier qui est là depuis 2 ans, moi, je m'arrache les cheveux parce qu'en 2 ans, la situation, elle a changé. Il faut refaire l'évaluation, puis il faut s'adapter. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps de faire tout le reste. Je m'excuse, j'avais vraiment prévu trop de stock aujourd'hui pour vous. Allez sur le site ditsa-suicide.ca, regardez les outils, puis vous retrouverez ces 3 grandes étapes d'intervention qu'on a développées. Les mots-clés que moi, j'aimerais que vous gardiez aujourd'hui, c'est n'hésitez jamais à poser des questions claires, travailler en équipe, puis portez pas ça tout seul. Vraiment, toujours. Portez pas ça tout seul. Je vais m'arrêter là, je pense, parce que je vois que les gens commencent à partir parce que c'est l'heure de retourner travailler. S'il y a du monde qui a des questions que vous voulez qu'on les traite oralement, ça me ferait plaisir de rester un peu plus longtemps avec vous. Écoute, je pourrais faire ce ménage-là un petit peu pour toi. Là, c'est sûr que là, c'est dur pour moi de garder le fil parce que tu as une tonne de personnes qui te remercient, qui te disent que c'était une présentation très, très intéressante. Donc, là, j'ai de la misère à retrouver le fil de mes anciennes questions. Je vais attendre que les gens aient fini de te remercier. Mais entre autres, certaines personnes te demandaient là, s'il y avait eu un lien ou une corrélation dans la littérature qui concernait les pulsions homicidaires. Fait qu'évidemment, tu n'as pas le temps de t'étendre là-dessus, mais on pourrait commencer par celle-là. Ben, en fait, je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas de réponse pour vous. Moi, je n'ai pas travaillé sur ce sujet-là des pulsions homicidaires. Je sais qu'il y a des équipes qui ont travaillé un petit peu là-dessus. En ce qui concerne la population générale, par contre, on sait que les pulsions homicidaires et les pulsions suicidaires, il y a comme quelque chose qui va ensemble. Malheureusement, pour les personnes des ITSA, je vous avoue que je préfère pas vous en dire plus parce que je vous dirai des bêtises. C'est bon, c'est très, très sage. Puis je pense que les personnes vont bien comprendre. J'avais aussi une question. Est-ce qu'il y a une alternative à la ligne téléphonique pour les individus non-verbaux? Ah, Une question à 1000 piastres. encore une. Écoutez, il y a de plus en plus de services de clavardage. Alors, pour les personnes non verbales, c'est sûr que si ce sont des personnes qui ont de la difficulté à écrire aussi, ça pourra pas aller. Mais par exemple, je sais que Tel Jeune, Jeunesse J'écoute, la QPS ont des services par clavardage et par texto. Donc, pour les personnes qui sont TSA et qui n'aiment pas communiquer oralement, mais qui sont capables de le faire par écrit, par exemple, c'est une alternative vraiment intéressante. Et ces services-là ont pris conscience du fait qu'une grande partie des personnes qui les contactent sont des personnes qui ont un TSA. Pour les gens qui ne sont pas verbaux puis qui ont de la misère à communiquer par écrit, vous êtes le vecteur principal d'intervention. Par contre, vous pouvez, vous, prendre le soutien des personnes qui sont dans les lignes d'écoute pour vous aider à orienter votre intervention. Mais il n'y a pas... non, il n'y a pas d'autre alternative pour l'instant. À part la formation des milieux. Oui. Il y a des gens justement qui te demandaient, est-ce que c'est possible de faire un plan de sécurité pour des enfants beaucoup plus jeunes qui seraient au primaire? Est-ce que tu verrais, quand on parlait des enfants tantôt, là?
Ben oui, tout à fait. Le plan de sécurité, le concept, c'est de dire, c'est un entonnoir. Donc, le concept, c'est vraiment de dire, qu'est-ce que toi, tu peux faire quand tu vas pas bien? Qu'est-ce que les gens qui sont proches de toi dans ton environnement peuvent faire avec toi? Qu'est-ce que les professionnels peuvent faire? Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'avec le temps, la capacité d'agir et de gérer la détresse se rapproche de plus en plus de la personne. Donc, au départ, c'est sûr, les moyens personnels ne vont pas marcher, la famille va être démunie, on va faire appel à l'intervenant, mais au fur et à mesure, on va être capable de mettre en place des actions de plus en plus structurées dans la famille, puis après avec l'individu. Donc, un plan d'action, ça se fait avec tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Ça peut être quelque chose qui est dessiné sous forme de scénario social. Ça peut être un petit tableau qu'on accroche au mur de la chambre. Ça peut être toutes sortes de structures. Ça peut être quelque chose de très sophistiqué, de très séquentiel. Ça peut être quelque chose de très simple. Toujours en fonction des capacités de la personne, en fonction des moyens qui sont à sa disposition. Donc, il y a moyen de développer quelque chose avec des enfants, évidemment. Super. Il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé si tu aurais, par exemple, un article ou une référence pour la collaboration, le fait qu'on doit être plusieurs ou qu'on doit intervenir d'une équipe multi. Cette personne-là cherchait de l'argumentaire pour convaincre une équipe. Je ne sais pas si tu aurais ça sous Sous la main comme ça, sous la main. je dirais que non. Mais écrivez-moi, puis je vais essayer de trouver quelque chose. Et je pense, Cécile, que j'ai commis une erreur sur le site. C'est ditsa.suicide.ca. Non, c'est DITSA. Attendez, je vais aller l'ouvrir. Parce que moi, j'ai écrit DITSA, suicide.ca, puis il y a quelques personnes qui m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. OK. Et je suis en train de répondre à d'autres questions. Ne dites pas que notre site est down juste aujourd'hui, franchement. Ben, ça se pourrait que tu aies eu beaucoup de trafic. Tu as quand même eu 500 personnes. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées en même temps que ça l'a. Ouais, il y a l'air d'avoir un problème avec le site. C'est vraiment Bon. étrange. Ben, c'est pas étrange. C'est qu'on est, on est 500 personnes à l'avoir consulté en même temps. Je charge pas sur mon ordi, c'est bizarre. Alors, ben, Véronique, Cécile, c'est Sophie. Juste pour vous dire que je vais laisser Cécile tout à l'heure vérifier le site, s'assurer qu'il soit accessible. Et dans le courriel que je vais envoyer pour l'évaluation, on va répéter à tout le monde le bon lien et on va leur confirmer que maintenant ça fonctionne. OK, le lien, il est bon. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire que ça marche sur un appareil mobile, mais pas sur ordi. Moi, là, il me dit qu'il y a une erreur. C'est WordPress qui semble avoir un problème. Je suis désolée. Mais c'est une bonne solution, Sophie. Merci beaucoup là, de prendre ça au vol. Très, très bonne idée. Donc, pour ceux qui sont encore là, Sophie va vous envoyer le site. On va vérifier. Puis, c'est normal, là, si plusieurs personnes le consultent en même temps, c'est peut-être juste ça la raison. Okay. Ouais. Non, le lien est bon. DITSA-suicide.ca, normalement, il devrait marcher. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a un bug, je m'excuse. Je ne suis pas assez informatisée. Je vais écrire à ma collègue qui va vérifier. Ah, ben il y a quelqu'un qui semble connaître ça, qui dit que les sites de WordPress ne sont pas si résistants au trafic, donc à l'augmentation du trafic. Quelqu'un nous dit ça. Okay. Ça fait le tour, ma chère, pour. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour en général. Les gens ont grandement apprécié. Je te garde quelques minutes, on va libérer les gens. Je te garde quelques minutes, tu pourras consulter là, les beaux commentaires que les gens t'envoient. Ils ont trouvé ça formidable. Tout le monde aimerait avoir une nouvelle formation, présentation webinaire, puis les gens t'écouteraient pendant des heures.